à la naissance de mon troisième fils, eh bien là, il y a un choc anaphylactique. Je vais passer quelques minutes de l'autre côté, donc faire ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. D'abord, je me suis comme sentie soulevée, et là, j'ai vu des gens en filigrane, en fait, comme des silhouettes qui se dessinaient tout autour de moi. Et en 5 mois, cette tumeur a régressé jusqu'à 4 centimètres. On émane d'un arbre qui a, comme je disais tout à l'heure, de multiples ramifications. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur « Je m'abonne » et la petite cloche pour vous tenir informé de nos nouvelles publications. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être en compagnie de Corinne Colin-Bellet. Salut Corinne. Bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous, à toutes. La joie dans le cœur et la lumière sur le visage, ça se voit. Tu reviens d'une retraite au Maroc. Donc Ouais. voilà, tu es dans des bonnes énergies. Et puis les amis, cette émission s'annonce passionnante. Corinne, donc tu es psychogénéalogiste. Tu vas nous expliquer un petit peu peut-être aussi ces termes. Tu es psychanalyste intégratif, conférencière, auteur, clairsentiente médium. Et voilà, tu as été formé à une trentaine d'approches, donc voilà, c'est toute une vie qui qu'on a devant nous, avec tout un tas de compréhension, de révélations. On va en parler aujourd'hui. Et tu es la créatrice d'une méthode, une méthode un petit peu globale, la généabiographie, dont on va parler aujourd'hui. Alors, tu es auteur de 5 livres, comme je le disais, et puis il y a le tout dernier qui est sorti. Donc, alors je vais peut-être les citer. Alors, le premier, c'est, enfin, pas forcément dans l'ordre de sortie, hein, mais Où cours-tu? Le miracle, c'est toi. S'élever au bonheur. Donc là, c'est des prières, des mantras, intention d'amour et de lumière pour consacrer la vie. État d'amour, l'être à l'absent. Vivre, c'est se choisir. Et puis le tout dernier, merci à la vie, 26 clés de métamorphose pour l'incarner en soi. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous donner, nous dire un petit peu quelques mots sur éventuellement ce dernier livre, par exemple? Qu'est-ce qui t'a inspiré à l'écrire? Ah, la grâce de vivre, je crois. Tu vois, tous ces chemins qui se sont offerts à moi, sur lesquels j'ai marché, j'ai expérimenté. Et du coup, cet abécédaire, parce qu'en fait, moi, j'écris des livres à vivre, en fait. J'écris pas des livres à lire encore, mais du coup, là, il se présente un petit peu comme des lettres chapitres. Donc, A comme amour, le B de bonté, on a le T de tendresse ou le S de souveraineté. Voilà, avec des petits QR codes, des méditations, bien sûr, c'est aussi une de mes signatures. Voilà, c'est tourné vers la gratitude envers la vie. Mmh. Oui. Et oui, tu l'as souligné aussi, méditation guidée, hein, voilà, tout un tas de méditations. Et c'est d'ailleurs là qu'on a été en connexion la première fois, hein, puisque voilà, vous pouvez retrouver des méditations sur la chaîne de Corinne, mais il y avait une méditation aussi en collaboration avec Gaïa Méditation. C'était Mémoire d'eau, mémoire d'âme, Oui. il me semble, voilà, que vous pourrez retrouver sur Gaïa Méditation. Voilà, avec la voix douce de Corinne, évidemment, on l'a pas dit, mais elle a de multiples casquettes. Elle est aussi chanteuse, hein, chanteuse de jazz. Elle a une magnifique voix. Donc, cette voix que vous pouvez entendre dans les méditations qu'elle propose, encore une fois, sur sa chaîne YouTube. Et puis, elle est présente aussi sur tous les réseaux, hein, Facebook, Instagram. Et donc, ton site aussi, corinne-colin-belay.com. Vous avez un lien dans la description sous la vidéo. Et puis, le site aussi où tu proposes tes méditations et tout un tas d'autres choses. Hein, on va dire, tous tes enseignements et puis tous tes services, on va dire, mesvoyagesintérieurs.com. Voilà, vous pourrez trouver ça aussi. Vous avez un lien dans la description sous cette vidéo. Alors, Corinne, une vie riche avec beaucoup d'enseignements et les enseignements commencent dès la naissance parce qu'il y a une naissance particulière. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots, un petit peu, retracer un petit peu les événements particuliers de ta vie qui t'ont mené aujourd'hui à cette compréhension un peu plus grande de ton être et puis de la vie en général? Alors, euh,
on parle de la mienne, donc du coup, c'est vrai que quand j'arrive, bon, tout de suite, je suis jetée dans le grand bain. C'est vrai que je me rappelle plus pourquoi je suis venue, mais euh, je crois que avec le temps, j'ai compris que je suis venue expérimenter le détachement. Surtout dans cette notion d'amour et du lien. On dit de moi, je suis une femme de lien. Je crois que c'est vrai. Et là, ça me mettait tout de suite à expérimenter puisque je vais arriver sans ce premier pilier qui est un pilier fondamental pour nous puisque c'est le pilier père. Alors, c'est pas que j'en avais pas. Si je suis là, c'est bien que j'ai un papa biologique, mais il ne pouvait pas être là. Et en tout cas, ce que j'ai compris avec le temps et tout le chemin que ça me fera faire, c'est que on peut naître sans ce pilier qui est fondamental pour nous, puisque le Père nous nomme. Hein, c'est ce qu'on va développer après dans la généabio, mais le Père, il nous nomme, donc il nous donne une identité, il nous donnera la légitimité et la capacité de nous affirmer sur le plan relationnel et professionnel. C'est vraiment tout ce que je découvre. Hein. Donc, il n'est pas là, mais c'est pas grave. Vers 6-7 ans, j'en ai un qui arrive, qui va me donner son nom que je porte aujourd'hui, Monsieur Belay, un père de cœur qui m'a donné plus que la vie. Il m'a donné son nom, il m'a transmis ses valeurs, son intégrité, son honnêteté, sa sincérité. J'essaye d'être fidèle à tout ça. Donc ça commence par ça. Et puis après, bien, je vais faire l'expérimentation comme beaucoup d'entre nous de ressenti, de perception très, très fine. En fait, je comprenais ce qui se disait quand les bouches ne parlaient pas. J'entendais parfois, et du coup, un jour, on m'a juste dit, ben, en fait, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu racontes là? Les écureuils ne parlent pas. Et en fait, ça voulait dire, qu'est-ce que tu racontes? T'as trouvé ça pour te rendre intéressante ou... Donc du coup, je me suis dit que ça devait... Ben, c'est moi qui n'étais pas correcte, comme tout ce que je comprends sur l'enfant intérieur, en fait. J'ai refermé ces petites portes sur moi, j'ai enfermé une bonne partie de ma sensibilité. Donc je pleurais, j'étais une enfant très sensible, évidemment, on dit aujourd'hui des hypersensibles. Je crois que c'est ça qui est la norme finalement, d'être hypersensible à tout ce qui nous entoure, d'être en connexion, hein, toi aussi, Stéphane, avec tout ce qui vibre, tout ce qui vit autour de nous. Voilà. Donc je vais grandir, je vais faire mon petit chemin, puis je vais voir un premier enfant, un deuxième, un troisième, qui est des garçons, hein, comme quoi il y a quelque chose à travailler là-dessus, ok. Et à la naissance de mon troisième fils, eh bien là, il y a un choc anaphylactique, donc ils ont surdosé la péridurale pour m'accompagner. Et en fait, ben voilà, je vais passer quelques minutes de l'autre côté, donc faire ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Et mon enfant est engagé dans le canal à ce moment-là. Donc lui reçoit une injonction aussi, bien sûr, qui va jouer sur son chemin, puisqu'à 5 jours, lui fera une fausse route au moment de son repas du soir. Et tout a du sens. C'est ce qui m'amènera aussi à vouloir comprendre le sens des symptômes plus tard, à me former. Donc, je me rends pas compte là que ce que je fais, c'est une EMI, parce que là encore, on vient me culpabiliser et on me dit, c'est pas bien, madame, vous nous avez fait peur. Donc, en fait, j'enferme. En fait, j'arrête pas de fermer les portes. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup de l'autre côté pendant cette EMI? Est-ce que tu te souviens un petit peu? Ouais, Est-ce que là, tu il as y vu le avait tunnel? ben, en fait, d'abord, je me suis comme sentie soulevée, comme si on me soulevait. On pourrait voir aujourd'hui la représentation de, comment je pourrais dire, de tissu très fin, très souple, comme si j'étais soulevée par des forces assez puissantes. Et là, j'ai vu tellement de... J'ai vu des gens en filigrane, en fait, comme des silhouettes qui se dessinaient tout autour de moi. Mais alors, quelle attraction de douceur. Je suis toujours avec, vous voyez, genre, là, je vous frissonne encore parce que ça ne m'a jamais quittée.
c'est un ressenti. C'est peut-être ça aussi que les gens ressentent dans les méditations, je crois. Il y a quelque chose qui est comme une force incommensurable, parce que c'est difficile de transcrire parfois, et une attraction d'aller vers, et, et le contraire, comme si on me ramenait, et je pleurais, paraît-il, Mhm. parce que il y avait un conflit entre aller, partir, lâcher et rester. Voilà, donc je suis revenue. Du coup, c'était pas le moment. Oh là là, mais en tout cas, quand tu parles, on ressent toute cette émotion. Et ça, je te l'avais dit aussi la dernière fois au téléphone. Je ressens vraiment ton cœur, Oui, c'est incroyable. Et là, moi, mon corps, il frissonne. Alors, je sais pas pour vous, les amis, hein, oui, mettez-nous dans les commentaires un petit peu ce que vous ressentez. Mais quand oui. Corinne parle, on sent cette énergie du cœur qui se déploie. Et ça nous englobe, ça nous embaume. Et moi, je me sens bien avec toi. Je sais pas, je me Moi sens aussi. calme. On s'est déjà dit ça, hein. On s'est déjà dit ça. Et il y a une jolie connexion dans le cœur. Ouais. Alors, une expérience de mort imminente, à la naissance de ton troisième fils, et là on te dit encore, bon, madame, revenez à vous, etc., etc. Mais il y a des choses particulières qui se révèlent à l'issue de ça, puisqu'il y Ouais. a il y a des ouvertures, on va dire, encore plus fortes au monde de l'invisible. Oui, ça va aller crescendo. Je vais pas trop m'en apercevoir. Un jour, j'allais dire tilter sur le fait qu'un ami, en dînant, euh, je ne sais plus trop de quel sujet on parlait, et je lui dis, bah, c'est ça. Bah, il me dit, bah, comment tu sais ça, toi? Bah, j'ai dit, je sais pas. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des connaissances qui étaient là alors que je n'avais rien appris. Alors, je dis souvent, c'est comme si on m'avait téléchargé. Je sentais qu'on m'avait téléchargé à la fois des savoirs, comme ce qu'il aurait fallu peut-être que je traverse comme, je ne sais pas, des cultures, des pays, des langues, des connaissances. Mais je n'ai rien fait de tout ça. C'est comme si on me l'avait installé, un Hmm. nouveau logiciel pour aller dans la vie avec. Et voilà, au fil du temps, ça s'est amplifié. Je dirais que c'est vraiment, je vois un point culminant à partir de 2020. Donc c'est assez récent où depuis j'ai des connexions très fines et des langages, voilà, qui viennent, des langues, des gens qui me parlent. Je ne sais pas toujours qui. Des fois c'est un dialecte que je ne connais pas non plus. Hmm. Ok, j'accueille. Bon voilà, bah tu es médium et en particulier un clairsentiente. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ce terme clairsentiente? C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre clairvoyant, clairaudient, et du coup clairsentient, on peut comprendre, mais peut-être que tu peux nous expliquer de ton point de vue et comment toi tu vis ça en fait. Mais la clairsentience, souvent je dis clairsentience, je ne parle pas de médiumnité, Mhm. euh, mais, mais du coup, c'est ça. La clairsentience, c'est vraiment de ressentir, en fait, je sais que ce qui est juste, c'est ce que je sens, mais je le sens avec une acuité très forte. Donc on peut me dire blabla, en fait, je sais que c'est autre chose. Enfin, tu vois, je, il y a une claire sentience. Voilà, c'est, je sais. Donc, c'est Hmm. une grande aide. Ce que je propose aujourd'hui dans mon accompagnement, c'est plutôt, je dirais, du profilage. Hmm. C'est du profilage, Hmm. finalement. On me donne des données, je profile et je dis, c'est ça, qu'est ça. Ouais, voilà, donc, avec humilité, hein, voilà, Hmm. c'est comme ça. Oui, bon, bah, on va Un parler un cadeau. petit peu plus hein, de tout cet accompagnement, et notamment la généabiographie. Mais avant cela aussi, dans ton parcours, il y a un événement particulier. Donc, trois fils qui sont nés, et Oui, après, il y a la naissance d'une petite fille, oui, Nina, et Nina. un événement assez, on va dire, tragique à ce moment-là, puisque à l'âge de 8 mois, eh bien, elle Mm. retourne de l'autre côté. Et Oui. donc là, forcément, c'est un événement difficile à vivre. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer un petit peu comment tu vis ça et ce qui s'ensuit ensuite, par la suite? Oh, je pourrais, pour être fidèle à, à ce qu'elle nous laisse, à son papa et à moi, c'est un chemin de lumière, en fait. J'ai compris maintenant que je suis en connexion vraiment avec elle, euh,
qu'elle est venue principalement pour me permettre de rejoindre le chemin de lumière qui était destiné pour moi, de me permettre de retrouver le chemin des enseignements que je dois transmettre moi aussi. Plutôt que enseignement, j'aime bien transmission, c'est-à-dire tout ce qui m'a traversé tellement, dans le sens, l'émouvance aussi parfois, et de pouvoir le restituer à l'humanité. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans ces dernières conversations, c'est presque une injonction de me donner comme des dialogues d'âme à cœur pour transmettre l'urgence de faire le chemin et comment on doit le faire maintenant. Ok. Mais Nina, c'est une étape de vie en soi, dans ça. Et c'est ce que j'aime à transmettre aussi sur les conférences qui peuvent porter sur l'après-vie. Eh bien, en fait, c'est l'âme hors du corps qui est une étape de lumière. En fait, si on vient chercher à consacrer ce qu'on a vécu un temps soit peu, on ne vit pas la perte. On vit juste... moi, j'ai choisi, en fait, de consacrer le temps béni où elle était en moi, où je l'ai fabriquée, élaborée, et puis jusqu'au moment où elle nous quitte, ok, je garde le meilleur en fait. La grâce, je dis pas que je l'ai vécu comme ça sur le moment, bien entendu, puisque l'année qui a suivi ce moment difficile pour nous, eh bien, on a découvert une tumeur qui faisait 13 centimètres et avec un pronostic vital pour moi qui était engagé. Et en fait, cette tumeur me demandait, dis donc, est-ce que tu choisis la vie ou pas? Est-ce que tu veux t'arrêter là? Et en fait, là, j'ai compris. J'ai compris, bien entendu, que cette tumeur, à l'endroit où elle était, n'en déplaise aux médecins, qui me disaient que j'étais en plein déni, non, j'allais pas mourir. En fait, je savais pourquoi et de quoi elle était constituée quasiment 9 mois et 2 semaines plus tard. Hein. Donc, elle était constituée à l'endroit où elle était de la rétention de ce que je voulais faire d'elle. Je voulais la garder. Je voulais garder ma descendance. Mais en fait, si on fait ça, on permet au corps d'entreprendre le chemin d'un langage qui nous permet de dire à notre place. Et voilà, et c'est tout le chemin que je ferai après pour savoir que il faut venir dans l'expression, l'acceptation de ce qui est, que ce soit bon ou que ce soit douloureux. C'est donc une des étapes que nous avons à franchir. Donc j'ai franchi aussi celle-ci en allant faire le choix d'une réparation pour cette tumeur qui était naturelle en fait. Et donc j'ai choisi d'aller faire des retraites, donc dans des lieux, que ce soit un ashram, un monastère, de choisir de me faire faire des traitements intégratifs, voilà, plus particulièrement. Et en 5 mois, cette tumeur a régressé jusqu'à 4 centimètres. Donc, on a pu faire un nettoyage chirurgical, mais je me suis auto-réparée. Et la méditation est entrée dans mon chemin de vie quasiment à ce moment-là, parce que, oui, 5-6 heures par jour, c'était ça en fait. C'était comme une évidence. Et je rends grâce parce que ça, c'est un chemin qu'on peut initier. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. C'est possible. Il faut le faire avec beaucoup d'amour pour soi. Ah oui, on ressent hein, tout ce que tu as pu vivre. Encore une fois, oui, on ressent toute cette Oui. émotion. Oui. Donc tu l'as dit, voilà, tu as fait des retraites, monastère, ashram, donc une Oui. grande compréhension. Et là, il y a aussi des choses particulières qui se passent pour toi. Hein. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots dessus peut-être, sur certaines expériences, des Oh, il y en compréhensions, des il y en ouvertures? a eu plusieurs, mais je me rappelle un moment phare où euh, bah, pleurer, 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 ok.
il faut bien que la vallée de larmes se traverse. Et puis un jour, le moine me dit, et donc, jusqu'à quand ton socle de vie sera celui-ci? Et en fait, j'ai presque eu envie, pas de le gifler, mais de lui dire, mais enfin, tu comprends rien, tu te rends pas compte, la douleur que je ressens. Et en même temps, il y avait, bah oui, qu'est-ce que tu fais en fait de tout ça? Arrête de pleurer sur toi, euh, prends le contre-pied. Et si c'était une force? Et en fait, il me dit ça, puis il me dit, bon, bah demain matin. Et donc, j'ai passé la journée avec ça. Et le lendemain matin, j'avais complètement, en fait, j'avais tout switché. Mmh. Complètement. Je crois que ça, c'est l'élément fort. Et là, à partir de là, j'ai dit, mais non, je crois qu'on est inarrêtable. Quand on est, mais avec douceur, avec amour, avec douceur. Voilà, toujours. Mmh. Et Oui. donc après, ben, voilà, après ces expériences, particulières, ces compréhensions, Mm. bah, tu continues, tu te formes à de multiples, approches, Oui. hein. On peut Oui. dire, voilà, tout un tas de thérapies, hein, PNL, EMDR, et j'en passe, tout un tas de choses. Oui. Et puis, tu en arrives toi-même à créer, on va dire, ta propre méthode, heu, la généabiographie. Et tu vas nous expliquer, peut-être déjà qu'est-ce que c'est que la généabiographie? Et puis, nous expliquer aussi les 4 approches parce qu'il y a vraiment, 4, 4, 4 oui, 4 approches, de cette méthode. Bah, je trouve que c'est vraiment, bah, c'est vraiment, comment comment dire? C'est vraiment puissant, on va dire, ce que tu transmets parce que là, tu es vraiment en train de passer en revue toutes les dimensions de l'être, en fait, hein. C'est vraiment, une méthode qui nous permet de libérer de façon multidimensionnelle l'être, hein. C'est vraiment ça, hein. Voilà, Oui. qu'est-ce que c'est en quelques mots la généabiographie? Mm. Alors, en quelques mots. Ok. Euh, la généabiographie est devenue pour moi une évidence. Il a fallu que je trouve un nom pas facile euh, pour faire comprendre toute cette étape généalogique, parce qu'il y a la dimension de l'arbre familial, bien entendu, et de l'arbre universel collectif, puisque nous apportons tous à celui-ci. Et il y a la dimension karmique, avec ce voyage de l'âme qui vient pour expérimenter. Et puis, bien sûr, la naissance, donc la voie périnatale. Alors moi, j'aime bien parler de 4 voies karmiques, transgénérationnelles. La voie périnatale avec tout l'enjeu de notre naissance et la voie épigénétique, puisque le personnage que nous faisons grandir dès le moment de notre conception, eh bien, va se façonner dans son environnement principal avec un parent, un pays, un climat, une culture, parfois un culte, etc. Donc, ça veut dire que d'une personne à l'autre, tout est si particulier, tout est si unique. Et avant la généabiographie, j'avais créé, donc il y a 14 ans, l'Odyssée Métamorphose, qui déjà préparait ce chemin. Voilà, une Odyssée en 7 mois. Et en fait, c'est une évidence, là, depuis l'année dernière, que d'ouvrir la généabiographie à tout le monde, puisque je forme depuis pas mal d'années des praticiens de santé, mais qui bien sûr ne vont pas s'ouvrir, je le comprends, hein, de se former à qu'est-ce qu'il y a dans le karma quand on est médecin, c'est sûr. Donc, il y en a qui l'ont fait et qui le mettent en pratique, et c'est génial. Et puis, eh bien, aujourd'hui, je crois que le monde est prêt. Il a Mmh. envie de comprendre pourquoi il est malade. Donc, en fait, ou pourquoi les situations se répètent tout le temps. Pourquoi, à la même période de l'année, je suis pas bien. Enfin, ok. Donc, j'ai mis ensemble et la généabiographie, je dis, c'est l'empreinte d'une vie. Oui, parce que c'est aussi tout mon chemin, bien entendu. Oui, J'ai été chercher. Hein. toute cette compréhension que tu mets à voilà, que tu as développée à travers, cette méthode, une méthode, Oui, voilà, holistique. Hem, je le disais en introduction que tu es psychogénéalogiste et tu pratiques aussi, les constellations familiales.
Est-ce que tu Mmh. voudrais bien nous dire quelques mots déjà, parce que je pense que dans cette approche, la généabiographie, il y a aussi cette inspiration, de tout ça. Hem, Qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie? Voilà, Ah, la de toutes les personnes, psychogénéalogie, qui ne savent ah pas. oui, oui, oui. Ah, mais c'est un merveilleux outil. On en entend un petit peu plus parler aussi ces dernières années. Les constellations familiales reviennent sur le devant un petit peu. Mmh. Voilà, je mets un bémol sur enfin, pas certaines approches, mais sur certaines manières de donner les constellations aujourd'hui. Hein. On voit des constellations à tout, spirituelles, chamaniques ou je sais plus quoi. Donc, à l'origine, voilà, on parle de un peu à l'instar hein, d'une constellation comme on peut voir le soir quand on regarde un peu la nuit étoilée. Tout est parti de là et de se dire en fait une systémie familiale, c'est ça. Donc la psychogénéalogie, pour moi, j'ai fait mon chemin avec Arthur Janov pour une part. J'ai fait une part avec Anne Ancelin pour la psychogénéalogie. Et bien sûr, la constellation est arrivée peut-être comme une évidence de comprendre quels étaient les liens qui se tissaient. Voilà. Donc, je pourrais dire que la psychogénéalogie nous permet de retracer les événements, les émotions, les vécus qui ont circulé et qui habitent un arbre familial. Voilà, il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches, les belles ramures, qui sont les ramures du passé et les ramures du futur pour nos petits-enfants, nos enfants, nos petits-enfants. Et il y a une sève dans un arbre. Et donc, dans l'arbre familial, il y a une énergie. Et il se peut que nous soyons, et très souvent, nous sommes sous le joug de ce que j'appelle les legs. Voilà, les legs qui peuvent être des legs qui sont eh bien, positifs et d'autres des legs négatifs. Donc, on a ou des fardeaux ou des flambeaux. Et souvent, les flambeaux, on ne les a pas identifiés. On ne fait que porter le fardeau d'un ancêtre. Donc, la psychogénéalogie va nous aider vraiment à retracer leur histoire et de voir si nous sommes en lien, en intrication avec un ou un autre de nos ancêtres. Voilà, donc on va regarder les dates, on va regarder les prénoms, on va regarder tout un tas d'éléments qui peuvent nous mettre sur le chemin de ce qu'on appelle une loyauté, qu'elle soit familiale, invisible, etc. Et puis, il peut y avoir un syndrome anniversaire si tous les ans à la même période, à la même date quasiment, eh bien, il se produit toujours le même événement. Mais si je suis bloquée, si par exemple, comme j'ai eu souvent sur l'aisance financière, eh bien, je gagne beaucoup d'argent et je vais aussi perdre beaucoup d'argent. C'est comme si l'argent avait une connotation pour moi soit ça me brûle les doigts, soit l'argent dans la généalogie a pu être gagné pas de jolie manière, on dira. Voilà, donc il ne faut pas que je le garde. Voilà. Donc Mmh. ça fait partie de la psychogénéalogie où on peut identifier. Et la constellation familiale va nous permettre de rétablir dans cet arbre que nous sommes, eh bien la paix, la responsabilité sur chacun de ses membres. Voilà. Donc il faut être vigilant aujourd'hui sur la constellation hein, familiale. Voilà. Il y en a beaucoup. Parfois, des formations ont lieu aussi à distance, alors que je ne vois pas comment c'est possible. Donc, je Ouais. dis toujours, soyez vigilants. Hein, voilà. Ayez le discernement juste, surtout, pour savoir vers qui vous allez. Bon, bah, merci en tout cas pour, toutes ces explications et évidemment tout ça, toutes ces formations. C'est ce qui t'a amené aussi à pouvoir justement développer cette méthode, donc de la généabiographie, hein, puisque du coup il y a vraiment un petit peu toutes ces, constituantes, la psychogénéalogie, les constellations familiales, tout Ouais, ça. les 4 voies. Ouais. Ouais, voilà. Alors donc, tu nous as dit qu'il y avait 4 voies, la voie karmique, transgénérationnelle, périnatale, épigénétique. Peut-être qu'on pourrait en dire un petit peu développer un petit peu plus, par exemple, la voie karmique. En quelques Mmh. mots, qu'est-ce que c'est? Et puis, nous donner peut-être un exemple, avec, voilà, d'une situation que tu as pu vivre avec, une personne qui est venue te voir et voilà, qui avait justement un problème, en lien Mmh. avec, même si je pense qu'on a et c'est une, c'est une multitude de choses à imbriquer, mais, voilà, est-ce Ouais. que tu aurais un exemple en particulier et de voir sous cet angle, karmique justement?
Oui, eh bien, là, je pense à Françoise, là, tout de suite, quand tu me demandes ça. Françoise, elle vient me voir, elle a 64 ans et elle est désespérée parce que, en fait, elle n'a pas eu d'amoureux. Elle ne s'est jamais mariée, pas eu d'enfant, bien entendu. Donc, une vie assez monacale, on dirait. Et elle est triste, en fait, parce qu'elle aurait aimé faire des rencontres, elle aurait aimé partager, elle aurait aimé être mère. Mais elle me dit, à moins que quelque chose existe, une réponse, et que mais j'aurais besoin de comprendre, Corinne. Et donc, elle est adressée par une personne que nous avons en commun. Et là, je lui dis peut-être que dans cette voie karmique, donc c'est-à-dire le mandat de votre incarnation, il y a peut-être le souhait émis de vivre une vie de femme, pas de mère. Peut-être que dans une autre vie, vous avez été maman de 10 ou 15 enfants et que vous avez envie d'expérimenter autre chose, non? Elle me dit, bah oui, c'est vrai, j'ai eu une vie passionnante sur le plan social, sur le plan professionnel. Voilà, donc on voit, tout de suite, je sens, elle s'est épanouie. Et quand on décide de faire un soin de guérison d'âme, du coup, ensemble, eh bien, je vais trouver dans son mandat ce que j'appelle certains vœux karmiques qui peuvent avoir donc une hiérarchie, c'est-à-dire un vœu, une promesse, que ce soit de soi à soi ou de soi avec une autre âme ou un groupe, une caste. Ça peut être un serment ou ça peut être un pacte. Et en fait, c'est depuis depuis cette EMI, en fait, que tout doucement les choses se sont affinées. Et donc, aujourd'hui, j'ai identifié certains de ces vœux, mais aussi des empreintes périnatales, bien entendu. Pour ça que la voie karmique, elle est intéressante, puisque les empreintes périnatales, comme une peur de vivre, par exemple, vont se positionner comme des peurs dans nos vies. Et on ne trouvera pas pourquoi on a peur, par exemple. J'ai peur de ne pas être légitime dans ce que je fais. Et en fait, c'est une empreinte d'illégitimité, mais qui vient parce que, en fait, quand mon père a appris que ma mère était enceinte, il est parti. Vous voyez, par exemple. Donc, sur l'histoire de Françoise, en fait, elle, c'était dans son mandat, il y avait effectivement le vœu d'expérimenter une vie de femme, d'honorer la femme. Donc c'est ce qu'elle a fait. Par contre, il y avait des vœux et il y avait notamment ce qu'on peut retrouver dans une vie monacale. Donc la chasteté, qui ne va pas être que sur la sexualité, elle va être aussi sur le lien, la rareté des plaisirs, etc. Donc elle avait mis le célibat, elle avait mis plusieurs vétos comme ça, qui sont des verrous. Et donc, selon nos histoires, des fois je dis, les vœux sont peut-être la réponse à nos blocages inexpliqués ici, quand on a fait de multiples thérapies, quand on a essayé plein de choses, et que ça se décoince pas, souvent, c'est là. Voilà. Et donc, ça se lève. Hein. Donc, la voie karmique, ce que j'appelle moi le mandat de l'âme, c'est quelle est la feuille de route qui est la nôtre? Qu'est-ce qu'on vient expérimenter? Et pour le trouver, c'est simple. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il nous arrive une situation, une problématique, on se dit, mais en fait, c'était l'histoire de quoi encore là? Voilà. Donc, le but, c'est de grandir ici. On le sait, on vient apprendre, on vient grandir. On a aussi des leçons qui nous sont données par les rencontres, par les expériences, et il faut que nous passions ça. C'est comme quand on fait du saut en athlétisme. En fait, il y a les obstacles les uns après les autres. Eh bien, en fait, c'est ça. Donc, on verra que, selon notre incarnation chacun, nous avons émis le souhait, même si on s'en rappelle pas. Et donc, ça doit être ça, le voile de l'oubli, hein, ou le petit chute ici qu'on a, hein. Chut, voilà. Écoute, maintenant. Et puis, on verra qu'il y a une incidence sur le choix du prénom, qui va être en lien après aussi avec l'arbre familial. On a la date de naissance. On a bien sûr tout un tas de données qui sont très, comment je pourrais dire, très justes. Avec le temps,
et toutes ces milliers de consultations aujourd'hui, d'accompagnement dans tous mes groupes, avec le temps, je remarque qu'il y a aussi le choix de l'arrivée, donc le jour où nous souhaitons arriver au monde, et le choix du départ. La manière dont nous voulons partir. J'ai rencontré trop d'histoires où ça paraît tellement évident, quoi. Voilà. Je pense à un ami, Michel, qui tous les dimanches faisait du vélo, embrassait sa femme et revenait vers 12h30 pour déguster le bon repas qu'elle avait préparé. Et le jour où il a décidé de partir, il n'a pas embrassé sa femme cette fois-là. Il n'est jamais revenu. Et sur ce trajet qu'il faisait tous les dimanches en vélo, eh bien, il a choisi pour la fin que sa tête tape une borne en ciment. Donc il est mort sur le coup. Et en fait, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Et donc, il n'est pas resté en attente. Il y a eu vraiment un chemin qui s'est fait, vraiment de lumière assez vite pour lui. Et là, moi, ça me fait dire, comme cette histoire ou d'autres, qu'il y a probablement un tracé assez précis de ce chemin d'incarnation que nous venons expérimenter, qui est extraordinaire quand même. On a une chance inouïe de faire un travail ici de compréhension. Enfin, je crois, moi, ça m'émerveille. Ça m'émerveille. Ah, c'est clair. On s'émerveille, voilà, on peut s'émerveiller, hein. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Toi, il faut pouvoir avoir fait un certain travail, et Oui. avoir un certain recul pour pouvoir s'émerveiller un petit peu de tout ce qui se passe dans notre vie avec cette compréhension plus grande et de comprendre, oui, qu'il y a jamais rien contre nous, en fait, hein. Il y a une raison à tout et Moi, je dis que la vie, elle nous aime. En fait, si on prend en considération que tous les obstacles, que tout ce qui nous est proposé est destiné à notre plus grand bien, alors on peut regarder les choses différemment, accepter et modifier son regard. En constellation, souvent, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Mais j'ai dit, tu sais, si tu intègres le fait que tu l'aies choisi, alors, puisque tu as choisi ton papa et ta maman, parmi des milliards d'êtres humains, tu as dit, bah, c'est lui, c'est elle. Bon, bah, c'est parfait. Donc, ça veut dire que, quel était ton dessein? Alors, donc, il a fait le job. Si tu dis, tu lui en veux. D'accord. Alors, on va travailler sur le façonnage épigénétique, du coup, après, sur la construction des blessures. Moi, je travaille sur 16 blessures que j'ai identifiées au fil du temps. Voilà. Hyper passionnant en tout cas. Tout ça, alors, on a parlé donc, de la voie karmique. Je voudrais juste revenir aussi, sur Oui. ça. Tu nous as parlé de vœux, de serments. Est-ce qu'on peut Oui. rompre ces vœux, ces serments? Oui. Oui. Et comment tu t'y prends, globalement? Ou peut-être, quelques mots? Je sais pas ce que Mmh. Oui, oui, là, quand je fais ces soins, déjà, je ne les fais qu'à distance, sans image. J'ai besoin d'être complètement connectée, voilà. Et ces connexions à l'âme de la personne qui vient à moi pour ressentir et identifier. Donc, on me donne, voilà, je vais passer mon doigt, voilà, tu vois. Si je mets devant moi, j'ai un demi-cercle comme ça, et je mets mon doigt et j'énonce les uns après les autres. Et en fait, voilà, mon doigt peut faire ça, tu vois. Okay. Et donc, en fait, il va rester presque figé, si c'est très fort, cet impact. Voilà. Et je demande si cet impact, oui. Par exemple, un pacte qui revient souvent, c'est un pacte d'amour éternel, un pacte de fidélité éternelle, un pacte de vie de martyr. Les pactes de vie de martyr vont être assortis de plusieurs vœux, et les pactes de vie de martyr, ici, dans cette vie, ça va commencer très tôt. On peut naître handicapé, on peut naître dans une famille maltraitante, être un enfant qui va être violé très tôt et connaître un chemin de douleur. Des accidents à répétition, enfin, c'est vraiment une vie. Et souvent, quand je demande le pourquoi, il y a le besoin de réparer, de se sentir en culpabilité avec
je me sens responsable de la mort de, ou d'être l'instigateur de la mort de quelqu'un, volontairement ou pas. Donc en fait, dans cette vie, il y a comme une réparation. On vient équilibrer, c'est une notion d'équilibre, je pense. Hein. Faut pas vouloir se dire que ah ben voilà, je paye. Mmh. Même si dans cette notion de karma, il y a cette volonté de réciprocité, je pense aussi peut-être, mais mon regard est peut-être un petit peu différent. En tout cas, c'est étonnant. C'est étonnant, hein. Ouais. Donc voilà, la voie karmique, c'est vraiment lié, donc comme tu as dit, le mandat d'âme, donc finalement avec toutes les autres vies qu'on aurait pu avoir, qu'on peut avoir même à l'instant présent, puisque tout se joue à Oui, l'instant présent. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis il y a la voie transgénérationnelle, et là aussi on peut avoir une loyauté avec les ancêtres. Donc là, c'est un petit peu plus en rapport avec finalement cette âme qui vient ici dans cette incarnation, mais avec tout cet arbre généalogique. Mmh. C'est ça. C'est-à-dire que là, on peut être connecté. Alors moi, je vais en généa bio, on va apprendre à identifier le legs et le legs du parent de référence. Voilà. Donc, si je suis enfant 1, enfant 2 ou enfant 3, 4, 5, 6, alors bon, il y a un peu moins d'enfants, de familles de 10 enfants de nos jours, là, sur nous, mais c'était encore le cas pour nos grands-parents, par exemple, ou nos parents qui ont des fratries importantes, mais les grands-parents pouvaient avoir, très régulièrement, je le vois, entre 10 et 15 enfants. Hein, voilà, donc ça veut dire que on peut être sur le legs donc de la lignée de son père ou de sa mère, et puis après remonter le legs paternelle, maternelle, sur les générations. Parce qu'en fait, on émane d'un arbre qui a, comme je disais tout à l'heure, de multiples ramifications, et il est énergisé de leur vécu, de nos ancêtres, et cela de génération en génération, c'est-à-dire que nous portons à un moment donné la possibilité de réparer, de régler, peut-être de réauréoler un ancêtre qui en a le besoin. En tout cas, son énergie demande. Voilà. Ça veut dire que ce qui s'est passé pour eux, surtout quand ça a été difficile, ils n'ont pas pu le métaboliser parce qu'ils n'ont pas pu le rencontrer émotionnellement. Quand on pense à nos grands-parents, certains ont fait la guerre, la dernière guerre ici en France, certains ont été faits prisonniers, d'autres ne sont jamais revenus, d'autres sont revenus fracassés dans le cœur, dans la tête, dans leur corps. Ils n'ont plus jamais été les mêmes, mais ça a donné bien sûr quelque chose sur le plan épigénétique, c'est-à-dire que dans la manière d'être dans leur quotidien, dans leur environnement, avec leur époux et leurs enfants qui étaient déjà nés, eh bien, il n'était plus celui qu'il avait été. Donc, et il n'en disait rien. La plupart restaient prostrés, devenaient violents ou se mettaient dans l'alcool, par exemple, pour essayer d'éteindre ce feu à l'intérieur. Mais ça, si ce n'est pas fait, pas rencontré, ben ça continue. Donc on verra des problématiques d'alcool continuer, d'addiction, des problématiques de colère qu'on n'arrive pas à comprendre parce que il n'y a pas la justification dans la vie d'aujourd'hui. Hein, tu comprends? Et ça vient des ancêtres. Et là, Voilà, dans voilà. ces Mais donc, cas-là, c'est une voie incroyable parce qu'on peut mmh trouver les points de force. Tu sais, ça me fait penser au petit Chopin, au petit Mozart. À 5 ans, il joue comme un virtuose, mais en fait, sur d'autres vies parallèles ou dans d'autres vies, il a déjà été musicien, bien entendu, ça c'est sûr. T'arrives pas à 5 ans à jouer comme ça, enfin j'imagine. Hein. Ou moi qui chante, ben oui, ok, enfin, soit tu peux dire, je vais beaucoup travailler quand même, il faut que je m'entraîne, mais il y a quelque chose ou pas, ok. Il y a aussi toutes les maladies. Ce qui est important aussi, c'est de faire le lien, alors, avec le sens du symptôme, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui se répètent de génération en génération. Et quand on sait l'impact, euh, en fait, en généalogie, vous savez, quand on vous dit, ah, est-ce que votre père ou votre mère a déjà eu un mh. cancer, a déjà eu cette maladie? Eh bien, en fait, l'impact, il est de 12%. Ça veut dire que il reste énormément pour se dire que c'est dans
tous les autres espaces qu'il y a quelque chose qui permet la répétition. Vous voyez? C'est donc énorme de le savoir. Il y a les comptabilités qui ne sont pas en paix, comptabilités affectives et qui vont donner des problématiques sur sur l'aisance financière, mais aussi sur l'amour. Parce que pour moi, il y a bien une triangulaire à établir entre l'amour, l'argent et la mort. On règle nos comptes, hein, une succession, on règle les comptes avec un divorce, mais en fait, on règle des comptes, mais les comptes sont toujours affectifs. Donc, c'est vraiment très lié. Quand je donne une constellation sur l'aisance financière, on voit très bien à l'œuvre dans les histoires cela. Il y a l'infertilité, que voilà, avec beaucoup de bébés qui sont nés sur un chemin comme ça en généabio, parce que le sens n'est pas physique. Hein. Tout va bien sur le plan mécanique, et pourtant cet enfant que nous voudrions n'arrive pas. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose dans mon mandat d'incarnation qui dit non, j'ai eu assez d'enfants, j'en veux pas ici. J'ai envie d'explorer plutôt la liberté, donc pas d'attache et donc pas d'enfant. Il y aura toutes les situations traumatiques, bien entendu, qu'on peut connaître, hein, des abus, des incestes, des choses comme ça qu'on retrouve dans les âmes. Et ce qui est étonnant, c'est les métiers qu'on exerce. Aussi, on va voir en lien tout ça. Hein. Pourquoi on devient avocat? Pourquoi on devient psychologue? Pourquoi on est coiffeur? Pourquoi on est charpentier, architecte? Tout ça a du sens, en fait. Est-ce que tu aurais une histoire aussi particulière qui pourrait illustrer aussi cette voie transgénérationnelle? Je dirais, jusqu'à où tu as pu remonter, par exemple, par rapport à une problématique d'une personne, jusqu'à où tu es remonté pour dire, bah tiens, la problématique que vous avez là, au niveau de votre arbre, eh bien, ça remonte à la 10e, 15e, 20e génération. Est-ce que tu as une histoire particulière qui te vient comme ça, ou qui pourrait illustrer ça? Ben, là, j'ai la 7e génération, par exemple, cette génération, et on est sur de l'infertilité. Voilà. Et quand on a remonté, alors il a fallu faire un gros chemin d'introspection. Hein. Les personnes, elles ont, moi, un de mes petits surnoms, alors j'ai Coco Libri d'un côté, très souvent, et Coco Sherlock. Et Coco Sherlock, donc, elle dit, écoute, il faudrait que tu cherches par là, par là, par là. Et donc, ce chemin-là, je ne peux pas le faire pour la personne, c'est elle. Mais là, cette personne, on est remonté jusqu'à la 7e génération pour une problématique d'infertilité, parce que pas possible d'avoir un bébé. Et sa maman, donc du coup, là, on est monté sur la lignée maternelle. Sa maman était en désir de plusieurs enfants, elle n'a pu avoir qu'une fille, donc elle. Au-dessus, c'était la même chose. Et sur les ramures adjacentes, il y avait énormément de morts d'enfants. Et il y avait à la racine, à la 7e génération, une maman qui est morte en couche. Donc, vous voyez, c'est simple, mais voyez comment ça descend tout doucement jusqu'à un moment s'éteindre, parce que rien n'est réparé, en fait. Et donc, ça crée comme une sclérose. Je pense à, avec un symptôme à la clé, par exemple, une petite Emma que j'ai rencontrée qui avait 9 ans. Et Emma, elle manifestait à 9 ans des formations kystiques. Elle n'était pas réglée, bien entendu. Et là, tout de suite, je vais aller chercher des mémoires d'avortement. Parce qu'en fait, le kyste est une manifestation d'induration. Et si on vient écouter en langue des oiseaux, on peut dire, en fait, qu'est-ce que c'est que la femme ou les femmes ont enduré? Et en fait, sur 4 générations, eh bien, on va trouver Emma, sa maman qui s'appelle Emma Line, en 2 mots, la grand-mère qui s'appelait Emmeline, et l'arrière-grand-mère qui s'appelait Emma. Et en fait, vous voyez le legs du prénom qui transmet aussi tout ce qui s'est vécu, et c'est 3 générations au-dessus d'Emma qui ont été obligées, chacune avec une histoire parfaitement à la clé, d'avorter alors qu'elles avaient le désir de donner la vie à cet enfant. Voilà. Et avec Emma, eh ben, ça passe plus.
Emma, elle manifeste dans son corps le fait de dire « Ah mais non, avec moi ça n'existera plus ». Et on va faire 3 séances, hein. Il y aura Emma, sa maman et sa grand-mère, parce que l'arrière-grand-mère n'était plus là, et le chemin de récolte. Et on met à jour tout ça, on parle clairement devant Emma, et Emma me dit avec un grand sourire, les coudes posés sur la petite table basse, comme ça, elle me dit « Ah mais c'est pour ça que j'ai les boules ». Et en fait, quand vous entendez ça, vous dites « Bon ben ça y est ». Et quelques mois après, eh bien sûr que l'échographie marque qu'il n'y a plus rien. Vous voyez? Waouh, Voilà. la puissance de tout ça et Ah mais en fait, c'est ça. Mon mon Dieu, accompagnement cette aujourd'hui, il compréhension. est comme ça. C'est incroyable, quoi. C'est pour Ouais. ça, il faut que les gens se disent que quel que soit ce qu'ils traversent, une maladie, quelle qu'elle soit, elle soit inflammatoire, une pathologie, comme on en voit beaucoup là, hein, des fibromyalgies, des choses comme ça. Il y a des racines à aller chercher. Voilà. Pas forcément toujours se contenter d'un traitement qui va être invalidant sur d'autres plans, hein. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'en passer, hein, surtout pas. Mais on peut aussi aller rechercher à la cause, en fait. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi la voie donc périnatale. On va dire aussi quelques mots. La voie périnatale, voilà, quand on naît et on peut naître d'une certaine façon. Donc forcément, Oui. le bébé est ultra sensible. Si on est par exemple avec un cordon ombilical autour du cou, ça peut indiquer certaines choses. Il y a aussi le projet des parents pour nous. Et puis, en fait, Ah oui. il y a aussi, toi, selon toi et par rapport à ton expérience, ce qu'a vécu les parents 2 ans avant la conception, ça joue sur l'enfant. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire, quelques mots? Oui, même parfois avant, hein. Mmh mh. Je surmontais jusqu'à plus de 3 ans, hein, avant, parce que, est-ce qu'on était le projet? Est-ce qu'ils avaient un projet d'avoir un enfant à ce moment-là? Ça se trouve, ils se connaissaient même pas. En tant que couple, ils se connaissaient parce que ils étaient peut-être, ils se connaissaient juste depuis très peu de temps, ils n'envisageaient pas une vie ensemble, et peut-être ils étaient étudiants, peut-être, il y a plein de possibilités, où ils étaient ensemble, mais le projet, c'était construire une maison, mais c'était pas de faire un enfant. Voilà. Donc, oui, il y a déjà ça, et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils traversent émotionnellement? Est-ce qu'il y a des problématiques d'argent? Est-ce qu'il y a des problématiques de maladie? Est-ce qu'il y a un déracinement? Est-ce qu'on change de pays? Est-ce qu'on est fâché avec un membre de sa famille? Qu'est-ce qui se passe dans la vie à ce moment-là, hein, pour eux? Donc ça part de ça. Puis après, il y a ce que je retrouve beaucoup, puisque je chemine énormément dans mes accompagnements sur ce que j'appelle l'empreinte affective, hein, ça sera mon prochain livre l'année prochaine. Et en fait, cette empreinte, elle détermine tout ce que nous allons vivre. Et donc, la vibration première, c'est la vibration de l'acte sexuel qui nous crée, qui nous fonde. Mais cet acte, il est consenti, il est extorqué, c'est un acte doux, tendre, ou c'est un acte brutal? Est-ce que c'est de l'amour qui s'alchimise entre deux êtres qui s'aiment? Est-ce que c'est un devoir conjugal? Qu'est-ce qui me fonde? Parce que cette étincelle-là, cette première vibration créatrice, elle est la première de ce mandat-là, du coup, périnatal, dans lequel on va trouver énormément de choses pour demain, bien entendu, notamment sur le lien. Donc le lien à l'autre, le lien amoureux, et évidemment, notre manière de nous laisser aimer ou pas. Ok? Donc, il y a toutes les vibrations de la naissance et du passage. Donc oui, un cordon autour du cou, ou 2 ou 3 ou 6, hein, comme j'ai pu voir, mais qui vont nous mettre parfois sur le chemin d'une mémoire de pendu, ou d'un secret familial, voire parfois de ce qu'on appelle une crypte familiale. Ça veut dire un secret très lourd qui est détenu, et donc il faut le garder scellé. Voilà. Mais donc le corps, lui, va manifester la volonté que la vérité soit dite, soit divulguée, ce qui va réparer la personne qui fait le chemin, tous ceux qui sont partis et tous ceux qui arrivent. Donc c'est magnifique, hein?
Voilà. Il y a beaucoup, j'ai compris énormément de choses aussi sur les césariennes. Beaucoup d'enfants sont césarisés. D'ailleurs, j'ai fait un mémoire sur cette notion-là en introspectant le Brésil, qui est une culture assez lascive, un peuple qui prend son temps, hein, voilà. Et en fait, moi je comprends que l'enfant césarisé, à un moment donné, c'est une intervention, c'est une autorité extérieure à moi qui a choisi et qui me dit, c'est maintenant. Tu peux venir maintenant ou tu as le droit maintenant. C'est comme si ça m'ôtait, quand je nais comme ça m'ôtait le fait d'être ma propre référence à moi-même, d'avoir toujours l'attente d'être validée par quelqu'un à l'extérieur de moi, ce qui n'est pas juste. Nous sommes, je crois, notre propre source de référence. Mais pour ça, il faut se faire confiance, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, tu vois, il y a énormément, bien entendu, le fait d'anesthésier. Ça va jouer aussi, hein, quand on reçoit des anesthésies, ça peut jouer sur la temporalité, etc. Enfin, le fait d'être prématuré, post-mature, de naître par un forceps, etc. Enfin, c'est inouï tout ce qu'on peut comprendre. Oui, c'est certain. Oui. Ah bah, merci pour tout ce partage, Corinne. Puis il y a dans la généabiographie, il y a aussi une quatrième voie, une voie un petit peu plus, nouvelle dans l'exploration, scientifique, je dirais. C'est la voie de l'épigénétique et puis c'est une voie aussi qui nous offre aussi, un petit peu plus de, comment dire? Qui nous donne un petit peu plus, qui nous ramène à nous-mêmes et finalement à notre pouvoir enfin notre pouvoir, de changer les choses. Puisque en fait, l'épigénétique, la voie de l'épigénétique, c'est finalement l'environnement qui peut avoir une influence sur les gènes, mais finalement, nous-mêmes, on peut influencer nos propres gènes. Et donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire, sur cette quatrième voie et du coup toutes ces perspectives et toute la compréhension qu'on peut avoir dans cette quatrième voie? Mmh. La voie épigénétique, on en entend un peu plus aussi parler depuis une quinzaine d'années, hein. C'est quand même assez récent, hein, chez nous. Et on comprend que cet ADN poubelle, alors en américain, on parlait de junk DNA. En fait, cette partie d'ADN, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il y a en fait toutes les voies du possible qui sont pour nous. On pourrait dire que l'épigénétique, et d'ailleurs épigène, donc autour du gène, signifie toute l'influence de l'environnement, du comportement, finalement, dans sa manière de se moduler par rapport à ce qu'on vit, hein. Donc l'épigénétique, c'est la partie de la biologie qui va étudier les mécanismes et l'impact de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, etc. Et donc ça nous donne des opportunités de prise en charge qui sont extraordinaires. Parce que sinon, on s'en remet au tout scientifique. Et parfois, même, il y a des choses qui sont inexplicables. Voilà. Bon. Donc ça veut dire que pour moi, ce personnage que nous créons, encore une fois, il y a pour moi l'âme qui vient faire une expérience et elle descend dans un personnage et qui va se développer, se façonner entre 0 et 14 ans, qui représente un premier cycle de vie, et avec son environnement parental, bien entendu, mais sociétal, le pays dans lequel on arrive, la culture qui est la nôtre, etc. Et toute la dimension affective, puisqu'on sait que, enfin, je sais, pour l'expérimenter tous les jours, que ce qui préside à une vie épanouie, même au regard des choses les plus difficiles que nous vivrons, c'est l'amour que nous donnera notre mère. Parce que c'est elle qui crée un premier espace infalsifiable qu'on peut appeler sécurité intérieure affective. Et donc, à partir de cet espace-là, plein de choses seront possibles ou ne le seront pas. Nous allons renforcer des cuirages ou nous allons libérer les talents assez tôt. Il y a des enfants, ils sont très vite au volant de leur vie et des personnes vont le reprendre simplement par un chemin
fastidieux, de thérapie en thérapie, à 50 ou 60 ans. Donc, voilà. Mais si on vient sur cette voie épigénétique, moi, je travaille sur la mise en lumière par 7 facteurs clés. Et dans ces facteurs clés, on va trouver, bien sûr, l'émotion, on va trouver l'activité physique, on va trouver la nourriture, qui est notre premier aliment, mais même si pour moi le premier aliment c'est l'affection, mais bon, en fait, il y a la neuroplasticité, il y a le lien social, il y a le plaisir que nous avons à faire les choses, et il y a toute la toxicité environnementale, ce que nous mangeons, si c'est industriel, ce que nous respirons dans l'air, etc. Donc, énormément de facteurs qui vont agir en fait comme des curseurs que nous pouvons bouger selon notre pouvoir d'intention. Donc, ça veut dire que on va quitter une certaine auto-prophétie pour venir dans un changement de paradigme, pour avoir une nouvelle signature. Une nouvelle signature émotionnelle donnera une nouvelle réalité pour nous. Voilà, hein, c'est presque évident, quoi. On va changer de bain neurochimique. Oui. Et nous voit un petit peu plus d'espoir, hein. Plutôt, on passe de cette énergie un Ah petit oui. peu de victime peut-être. D'ailleurs, quelle est selon toi la, la voie on peut dire, de la guérison, de la libération, de l'apaisement? Est-ce que tu pourrais nous donner une clé pour toutes les personnes qui nous regardent? C'est l'acceptation. Je crois qu'on peut, enfin, tant qu'on n'accepte pas ce qu'on vit, tant qu'on n'accepte pas les leçons de la vie, les propositions qu'elle nous fait, on lutte. Et tant qu'on lutte, on souffre. Parce qu'on veut une autre réalité que celle que nous avons. On veut d'autres parents que ceux qu'on a eus. On veut un autre mari, une autre femme. On veut un autre pays. On veut plus de soleil. On veut autre chose. On veut plus d'argent. On veut pas être malade. Enfin, mais tant que nous luttons contre ce que nous sommes venus en conscience expérimenter vraiment, même si un voile de l'oubli s'est posé on sait plus, ben en fait si. Donc si on vient dans l'acceptation totale, pleine et entière, c'est le chemin que j'ai choisi de prendre et c'est celui que j'initie, que j'ouvre pour tous les groupes ou toutes les personnes qui me consultent, c'est celui-ci, l'acceptation totale, entière, et ce qui nous permet de danser dans les bras de la vie, pas contre elle. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent « je lutte contre un cancer ». On lutte pas contre, on lutte avec. Voilà. Faire plutôt ami-ami avec cette chose et ces Oui, événements, ces personnes. Ramener une forme de neutralité dans ces événements particuliers, pour pouvoir finalement essayer de transcender, de se libérer de tout ça. Et puis, justement, ben, mener la vie qu'on souhaite mener et c'est tout ce que tu nous proposes un petit ouais, peu, mener une vie un peu plus légère avec le sourire, de la ouais. joie, de l'émerveillement. Donc la généabiographie, les amis, alors dans quelques instants, restez avec nous puisque Corinne va nous proposer une méditation en exclusivité pour vous. Donc voilà, restez bien avec nous. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu es aussi formatrice, hein. Tu formes à différentes approches et en particulier à la généabiographie. Mmh. Donc tu as une formation d'ailleurs qui commence là bientôt en mars 2026 avec des premières dates à Paris, 27, 28, 29. Vous avez un lien dans la description si voilà, vous souhaitez en savoir plus. Mais est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots sur cette formation? À qui s'adresse cette formation? Mais là, j'ai décidé de l'ouvrir à tous. Donc, le public qui peut être requis ou concerné, en fait, c'est toutes les personnes qui ont envie de se replacer en tant qu'acteurs d'une santé d'autonomie, je dirais. C'est-à-dire revenir à comprendre pourquoi il se passe ça dans ma vie. Qu'il s'agisse d'un symptôme, d'une répétition, d'un blocage, peu importe. Mais de se dire, ok, j'ai un capital de santé, par exemple si c'est un symptôme, j'ai un capital de santé, j'avais
en naissant. Et aujourd'hui, j'en suis là. Il se passe ça. Et pourquoi? Donc, si je fais le point sur tous les événements de ma vie, on va tirer la quintessence émotionnelle d'un engramme qui raconte toujours la même histoire. En fait, la généabiographie, c'est ça. C'est cette proposition de comprendre cela et donc de cheminer vers plus de responsabilité, mais aussi une meilleure santé, qu'elle soit émotionnelle, psychique, physique, bien entendu. Hein, ça va sans dire. Voilà, donc je l'ouvre à tout le monde. Le minimum, c'est d'avoir fait un chemin déjà préalable sur soi, d'être doté d'une belle ouverture d'esprit, parce que du coup, en cheminant sur 4 voies, parfois on descend comme dans la voie karmique. Ça veut dire que pour certaines personnes, la réincarnation n'existe pas, c'est possible, donc tout est respectable. Hein, on est à l'endroit juste pour nous, mais il y a quand même un préalable. Donc c'est cela, je crois. Et parce que c'est aussi un chemin qui peut être turbulent en généabiographie. On avance et on chemine d'abord sur sa propre histoire. Oui. Voilà. Pour prétendre accompagner les autres, il faut faire un chemin avec soi. Voilà, Oui. puisqu'après on peut, comme tu l'as dit, exercer de manière professionnelle puisqu'on a un certificat, hein, Oui. par rapport à cette formation. Ouais. Donc, les premières dates, à Paris, donc, fin mars, vous avez un lien dans la description et ça se passe en 3 temps, hein, 3 modules de 3 jours. Voilà, c'est ouvert à toutes les personnes qui ont à cœur de s'ouvrir à un peu plus à leur être pour pouvoir finalement mieux aider, d'autres personnes. Ouais. Voilà une Ouais. méthode, voilà qui balaye, hein, tous les aspects de notre être, une méthode, holistique avec, à travers ces 4 voies qu'on vous a présentées. Vous avez un lien dans la description, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et puis, voilà, on vous l'avait promis les amis, avec Corinne, une petite, méditation avec la magnifique voix de Corinne sur une musique de Gaïa Méditation. Alors, je te laisse, peut-être nous donner, quelques instructions avant de débuter. Et puis, tu me dis après quand on peut lancer, la musique si Avec plaisir. Merci Stéphane. Merci à toi. merci à toi. Eh bien, aucune autre consigne que peut-être, si c'est possible pour vous, pour mieux vivre ce petit moment en partage dans la douceur de l'amour, eh bien, fermez les petits volets, comme je dis souvent, baissez les paupières. Voilà, vous sentir vraiment vous déposer là, à l'endroit où vous êtes, sans condition. Voilà. Et quand tu le souhaites, Stéphane, eh bien, voilà, venir respirer. Se sentir vraiment comme un trait d'union entre le ciel et la terre. Voilà. Vous déposez avec beaucoup de considération pour vous, vraiment. Parce que s'il est un besoin impérieux, c'est celui d'aimer. De se laisser aimer aussi. Parce que en soi, l'amour, il transmute tout de la nature humaine. Il transmet, il alchimise aussi. Il réconforte. Il unifie. Il pacifie. L'amour, il apaise la peur, la colère. Vous pouvez peut-être vous dire, et comment je m'aime, moi? Comment je me laisse aimer des autres? Comment je me laisse toucher? Est-ce que je sais reconnaître la tendresse quand elle se propose dans une paume de main,
L'amour, c'est une puissante force qui ne demande rien, qui offre tout, vraiment. Je vais vous proposer de laisser venir dans votre écran mental la représentation, là, du visage de quelqu'un qui vous a profondément aimé. Laissez venir ce qui est, sans rationaliser. Avec qui vous avez vécu un lien d'amour. La souvenance aussi, par là même, d'avoir compté pour quelqu'un. Ouais. D'être attendu de lui ou d'elle. Le souvenir d'avoir été chéri, choyé. Dans la source amour, il y a un espace où chacun peut venir s'abreuver, se réconforter. Parce que même si vous n'avez pas connu un amour différencié comme celui-ci, vous pouvez venir le goûter dans la source, dans sa dimension inconditionnelle, comme un baume vraiment merveilleux de douceur. Vous pouvez faire appel à toute la foi de votre cœur, dans votre cœur d'enfant, là, dans cet espace, vous savez qui vous êtes. Et vous savez que l'amour ne se mérite pas. Il n'y a rien à faire pour mériter l'amour. C'est une connexion divine. Voilà, sentez-vous connecté comme si de votre cœur jusqu'à cette source d'amour infini, un fil d'or et de lumière se tissait. Voilà, jusqu'à ressentir d'être cajolé, d'être enveloppé, d'être aimé d'une infinie douceur. Ouais. Jusqu'à ressentir profondément l'énergie de la tendresse. Voilà, donnez-vous la permission de cela. C'est comme un manteau qui vous recouvre, dans lequel vous vous sentez chaleureusement enveloppé. Ouais. Il vous protège et il vous rappelle aussi que l'amour est un don venu de la source, une pure lumière, une pure lumière. Laissez-vous flotter, voilà, dans ce ressenti-là, dans cette perception douce. La douceur de l'amour
source. Et vous pouvez venir régulièrement. Il suffit de rétablir la connexion de ce fil d'or et de lumière entre elle et vous. Rappelez-vous toujours que vous êtes une étincelle qui s'est détachée de la source. Vous êtes une émanation vivante, divine et lumineuse. Rien ni personne ne peut vous faire croire le contraire. Pur et sincère. Voilà, la vibration d'amour qui circule en vous est vibrante de votre humanité. Vibrante. Et elle efface tous les doutes, toutes les crispations, toutes les tensions. Tous les chagrins, tous les bobos dans le cœur. Parce que, en n'aimant pas, vous ne servez pas le monde. Et vous ne servez pas votre plus grand bien non plus. Alors déposez-vous là. Voilà. Sentez-vous complètement relié et déposé dans cet amour, dans ce chant doux, et laissez un sourire venir éclairer votre visage. Un sourire de douceur, de tendresse. Il s'épanouit là, sur votre visage. Et sentez-vous maintenant, et pour toujours, un artisan de paix, au service de l'amour. Que cela soit avec tout mon amour. Merci Corinne. Merci. Merci de permettre. Les amis, on vous laisse revenir à vous petit à petit après ce magnifique voyage, dans cette énergie d'amour posée par Corinne et son magnifique cœur. La puissance de cet amour avec un grand A. Je pense qu'on l'a ressenti. Merci. Merci. Alors Corinne, bien, je te remercie pour cette méditation, ce voyage. Les amis, n'hésitez pas à nous mettre un lien, un commentaire, nous dire un petit peu ce que vous avez pu vivre, ressentir lors de ce voyage proposé par Corinne. Et vous pouvez retrouver Corinne, évidemment, sur son site, je vous l'ai donné tout à l'heure, Facebook, etc. Chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description. Et puis, il y a aussi la formation Généabiographie, l'empreinte d'une vie,
Voilà, donc Oui. qui est proposé donc la première session fin mars à Paris, dans la région parisienne. Voilà, si vous êtes intéressé, vous avez un lien dans la description et je pense que voilà, cette formation, elle est pas sortie comme ça d'un chapeau, c'est le travail de toute une vie qui vous est, proposé. Donc Mmh. faites-vous aussi ce cadeau de pouvoir, eh bien, comprendre un peu mieux votre être, de vivre dans un peu plus de légèreté et puis pourquoi pas pouvoir aider, d'autres personnes aussi par la suite. Mmh. Merci d'avoir suivi cette émission, les amis. Encore une fois, plein de joie, plein d'amour pour vous toutes et tous. Et puis, ben, Corinne, je te remercie encore du fond du cœur. Et puis, ben, je te laisse Mmh. le mot de la fin. Oh ben, je rends grâce, ouais, pour notre rencontre, Stéphane, pour l'être que tu es, pour l'âme qui s'anime en toi aussi. Voilà. Merci à tous et toutes pour votre participation. Voilà, prenez grand soin de vous parce que la vie, elle vous aime, hein. À bientôt.